Nicolas Bay. Bonjour. Je voudrais commencer ce matin avec un autre épineux dossier, celui du Brexit. Alors à l'époque, vous saluez le réveil des peuples en marche vers l'Europe des nations. Et en réalité, cette décision du peuple tourne à l'impasse politique. Est-ce qu'il faut rouvrir les négociations entre les 27 et la Grande-Bretagne après le vote du Parlement hier ? Oui, je crois qu'il faut poursuivre en réalité les négociations. Il faut respecter le choix du peuple britannique. Nous, on n'était pas spécialement favorables ou défavorables, c'est pas la question. Les 27 disent Ils ont pris. Non, mais les Britanniques ont fait le choix démocratique, souverain, de quitter l'Union européenne. Ensuite, il y a eu les négociations. Jean-Claude Juncker a désigné Michel Barnier pour négocier avec Theresa May. Ils ont négocié. Oui, mais Theresa May et Michel Barnier étaient tous les deux opposés au Brexit. Et ils ne s'en sont jamais cachés. Le résultat, c'est qu'ils ont négocié un texte qui aboutit en pratique à ce que la Grande-Bretagne reste dans tous les dispositifs actuels de l'Union européenne jusqu'en 2022, avec même un mécanisme de backstop qui permettrait de faire, pour perdurer cette situation au-delà de 2022, si la question de la frontière irlandaise n'est pas résolue, avec la Grande-Bretagne qui va continuer donc à payer pendant des années et des années 5 milliards d'euros par an comme contribution nette au budget de l'Union européenne. On ne peut pas accepter un texte. D'accord. Les Britanniques ne peuvent pas accepter un texte qui aboutit à piétiner leur vote de 2016 et à maintenir en pratique la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc 57 jours. Il reste 57 jours avant le 29 mars. Vous dites qu'il faut le revenir sur le dispositif du backstop, qui est un procédé qui permet au fond d'éviter le retour de la frontière physique entre les deux Irlandes. Qu'est-ce que vous proposez ? J'allais dire si c'est si simple. Non mais je ne dis pas que c'est simple, je dis juste que... sur la question irlandaise précisément. La Commission européenne a tout fait pour que ça se passe mal. A tout fait pour éviter un phénomène de contagion. Alors comment on fait pour que ça se passe mieux, Nicolas Bay ? Pendant 2 ans, ils ont négocié un texte qui va à l'encontre de ce qu'attendaient les Britanniques. Moi, je crois qu'il faut renégocier avec un texte qui permette un vrai partenariat économique, mais qui permette une sortie rapide et effective de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Oui, bien sûr que c'est compliqué, mais tout a été fait pour complexifier en réalité ce dossier. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, encore une fois, il y a 57 jours. La question est très simple, celle que je vous pose. Qu'est-ce que vous faites pour la frontière irlandaise ? Oui, c'est bien sûr, c'est une situation compliquée, mais on voit bien que les institutions européennes ont cherché à utiliser la situation irlandaise. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques années, il y avait la guerre là-bas. 3000 morts. Eh bien, utiliser ce problème irlandais, évidemment très épineux, pour négocier un accord qui est très défavorable à la Grande-Bretagne. Bon, eh bien, il faut éventuellement prolonger les délais. Ça peut très bien durer au-delà de 55 jours. Et il faut faire en sorte que le texte permette un vrai partenariat économique, c'est ça l'impératif, avec la Grande-Bretagne demain, mais ne soit pas très pénalisant, comme c'est le cas actuel du texte négocié par May et Barnier. Est-ce que vous reconnaissez au moins, Nicolas Bay, ce matin, qu'il n'y a pas de solution facile, que c'est beaucoup plus difficile de mettre en place le Brexit que de faire campagne pour le Brexit? Non, mais ça pourrait être beaucoup plus simple s'il y avait une volonté, encore une fois, de respecter le choix démocratique des Britanniques et d'établir des partenariats économiques comme on en met en place avec le monde entier. Allez, un mot sur la loi anti-casseurs. L'Union européenne multiplie les accords de libre-échange avec le monde entier. Et là, d'un seul coup, comme c'est les Britanniques et parce qu'on veut les sanctionner, ça devient très compliqué. Allez, un mot sur la loi anti-casseurs. Elle a été, on l'a vu dans le journal de 7h30, votée cette nuit. L'article 2 est finalement passé. Certains députés de la majorité y étaient pourtant opposés. Elle permet au préfet d'interdire à un individu de manifester. Est-ce que vous y êtes favorable ? Non, nous ne sommes pas favorables. C'est une loi qui est prise dans la panique, dans la précipitation totale. On voit bien qu'il y a une volonté derrière tout ça de réduire la liberté publique, de réduire en l'occurrence la liberté de manifestation avec une décision qui serait a priori prise par l'autorité administrative, c'est-à-dire par le préfet, pour empêcher des personnes de manifester ou des groupes de manifester. Ça, c'est votre avis à vous, c'est celui de Marine Le Pen? Parce que je crois que même sur ce plateau, elle avait dit qu'elle était favorable à la loi anti-casseurs. Elle a dit simplement qu'elle était favorable au durcissement d'un certain nombre de règles pénales qui concernent ceux qui commettent des délits, qui attaquent les policiers. Elle était pour la loi anti-casseurs, c'est pas grave si elle a changé d'avis, Nicolas Bay. Encore une fois, nos députés, cette nuit, ont voté contre les orientations de ce texte. Et quand on voit qu'on veut interdire les cagoules, mais c'est très bien d'interdire les cagoules. Mais vous avez la loi sur la burqa. Le délit de dissimulation des visages. Mais c'est très bien. Mais la loi sur la burqa, elle date de 2004, elle n'est toujours pas appliquée. À tel point d'ailleurs que quand Redouane Faïd était en cavale, eh bien, il se mettait en burqa pour être sûr de ne pas être contrôlé par la police. Donc vous défendez les droits? On défend les droits, les libertés individuelles. On dit que le prétexte sécuritaire ne doit pas être utilisé pour restreindre les libertés individuelles. Il faut appliquer le principe de responsabilité individuelle. Ceux qui attaquent les policiers, aujourd'hui, ils pourraient être condamnés lourdement par le code pénal. Or, ce n'est pas fait. Vous défendez les droits sur la question des casseurs. Est-ce que vous défendez également les libertés fondamentales, les droits
sur le retour des djihadistes. Non, mais il n'y a pas des droits des djihadistes qui seraient aujourd'hui bafoués, c'est le contraire. Aujourd'hui, dans notre pays, on a des islamistes étrangers, fichés S, qui ne sont pas expulsés. Et puis, par contre, ce qui est absolument extravagant, on a des djihadistes, des gens qui ont commis des atrocités, des abominations, qui sont des terroristes. Parce qu'ils ont la nationalité française, on voudrait absolument les récupérer. Non, alors l'idée, on assiste à une inversion totale. Pour les gens qui nous regardent, il y a 150 djihadistes qui seraient peut-être amenés à revenir sur le territoire français, tout simplement parce que les Américains se retirent de Syrie et qu'on ne veut pas qu'ils disparaissent dans la nature. Voilà ce qu'explique le gouvernement. Mais pourquoi ils disparaîtraient dans la nature? On n'a qu'à les remettre aux autorités judiciaires de Syrie et d'Irak, où ils auront à répondre des crimes et des exactions qu'ils ont commises dans ces pays. Voilà. Le risque, c'est de les faire revenir en France, parce que, un, on ne protège pas les Français, et deux, on n'est pas du tout sûr qu'on soit en situation de les condamner en France et de les condamner lourdement. Pourquoi? Parce que les preuves matérielles de leurs exactions sont là-bas. Les témoignages aussi des personnes qui les ont vus commettre des atrocités sont là-bas. Et donc, ils vont arriver en France. Il y aura des juges, souvent laxistes, qui vont les condamner à 2, 3 ans, 6 ans de prison. Et puis, comme il y en a 450 radicalisés qui vont sortir en 2019, eh bien, dans quelques mois ou quelques années, ils vont sortir. Laissons-les là-bas, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il faut les envoyer au bagne? C'est ce que dit Nicolas Dupont-Aignan. Il dit qu'il faut les mettre sur les îles Kerguelen. On respecte la souveraineté de l'Irak et de la Syrie. Ils sont jugés, condamnés à mort, condamnés à la prison à perpétuité là-bas. Et la France en est débarrassée et c'est heureux. Un mot sur les comptes du Rassemblement national. Un ancien du RN explique que la dette de votre parti a explosé. Plus 785% en 7 ans pour atteindre 24 millions d'euros, alors même que les dotations de l'État ont considérablement augmenté. Est-ce que vous confirmez ces chiffres de cet ancien responsable? Non, ce sont des chiffres qui sont parfaitement fantaisistes parce qu'ils cumulent la dette du parti, qui est de l'ordre de 13 millions de mémoire, avec les dettes électorales, lesquelles ont déjà été remboursées, puisque c'était les dettes contractées dans le cadre des élections qui ont fait l'objet d'un remboursement par l'État. Les comptes du RN sont dans le vert. Les comptes du RN sont dans le vert. Non, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a de quoi mener le combat politique. Et c'est ça qui est le plus important et c'est ce qu'attendent les Français. Merci beaucoup Nicolas Besse. C'est à vous Laurent. Merci.